Ici, on avait l'occasion de travailler avec un enfant qui n'avait jamais joué. Un enfant, on ne le dirige pas, évidemment, c'est bon. Et il se fait qu'il était génial, si je puis dire. Il faisait, voilà, c'était magnifique. Et on a fait parfois très peu de prises, hein, parce que, bon, voilà, il avait été très bien et c'était bien. Et chez nous aussi, la médiation technique, on essaie de la faire la plus légère possible. Donc, il n'y a pas de machinerie, la caméra est sur l'épaule du cadreur, de temps en temps, il y a des cubes à gauche, à droite sur lesquels il dépose, sur lequel il appuie ses coudes, des choses comme ça, quand ça doit un peu durer. Mais la médiation technique est la plus légère possible. Et ce qui compte d'abord pour nous, c'est les comédiens. C'est leur jeu, c'est le rythme qu'ils... Et comment on fait des plans, si vous voulez, le fait de faire des plans. Mais on n'en fait pas vraiment ici des plans de séquence, un peu, pas que ça. Même si vous avez répété tout ça, pour les acteurs, c'est chaque fois une performance. Mais performance dans le bon sens du mot. C'est chaque fois une épreuve sportive, quoi. Il faut qu'on commence à la seconde et à la minute zéro, et il faut qu'on tienne jusqu'au bout. Même si on n'est pas tout le temps dans le plan, il faut qu'on reste dans un rythme. Et je pense que ces créations de moments portent un peu et l'équipe et les acteurs. Voilà. Je crois qu'à l'époque, le contexte où en Belgique arrivait ce qu'on a appelé les clandestins. Et en Belgique, il y avait une loi qui permet aux gens, s'ils ont une adresse, de rester le temps qu'on analyse le dossier, 6 mois ou 1 an, j'ai oublié. Il y a une aide de l'État qui était de... Aujourd'hui, en euros, ça ferait 400 € pour payer le loyer et pour un peu vivoter. Et on a vu qu'il y avait ces marchands de sommeil, notamment un marchand de sommeil comme Olivier, dans la région de Mons, qui est une ville de Belgique, qui avait transformé une salle de cinéma en box pour loger des clandestins, donc se faire de l'argent. Voilà. Et bon, c'est un peu le contexte, l'immigration, mais je crois que l'idée du film, vraiment, c'est parce que je lisais un philosophe qui s'appelle Hermann Cohen. Et Hermann Cohen, il écrit, du 19e siècle, il écrit « Si découvrir un être humain dans un étranger, c'est découvrir ce qu'est un être humain, effectivement. C'est pas votre sœur, votre frère, votre mère, votre père, la famille, la culture. » Et on s'est dit, mais l'histoire du film, c'est de conduire le gamin de la famille, avec son père, il forme une sorte de famille très spéciale, mais une famille fermée, machine à faire le mal, si je puis dire, et de le conduire jusqu'à cette femme et qu'il y voit un être humain à respecter. Voilà. En gros, c'était le parcours qu'on s'est dit, il faut que le gamin fasse ça. Bon, mais ça, on est dans le discours, c'est pas un film. Hein. Donc voilà. Et puis alors, le film raconte un peu comment il va devoir trahir son père, l'homme qu'il aime, et le père l'aime aussi à sa façon. Trahir son père, c'est difficile. Quand on a 15 ans, même après, parfois, c'est difficile. Et pour une femme qui ne m'apporte rien, si je puis dire, parce que financièrement, matériellement. Donc c'est l'inverse de tout ce à quoi il a cru jusqu'à la moitié du film. Mais nous nous inspirons de... Enfin, c'est compliqué, il n'y a pas une source, mais il y a plusieurs sources. Il y a des romans, il y a des gens que nous rencontrons, il y a des gens que nous avons rencontrés, il y a des gens que nous avons filmés dans nos documentaires, que nous n'avons... de ce qui n'est pas devenu des documentaires, mais qu'on a quand même filmé. Enfin, vous voyez, il y a tout un... Et puis de notre vie de tous les jours. On ne vit pas dans un... Voilà, en Belgique, il n'y a pas l'industrie du cinéma. On peut s'en plaindre, mais en même temps, c'est bien. On ne vit pas seulement avec les gens du cinéma. Donc, je dirais que c'est notre expérience de la vie, des romans que nous avons lus, voilà. Cette coiffeuse n'a jamais existé. Mais des morceaux de coiffeuse à gauche et à droite, on en a rencontré, donc c'est devenu la coiffeuse du film. Et ici, par exemple, ça n'a rien non plus à voir. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des films qui sont
Ce n'est pas une copie de la réalité, mais le personnage, le départ du personnage d'Olivier, ce qui nous a un peu aidé à construire, on a rencontré un mec qui faisait ça, et qui nous a parlé. Et qui pensait que parce qu'on faisait des repérages pour un autre film, et on cherchait des décors. Et un peu imbécile, mais enfin c'est comme ça, il s'est dit, ils font du cinéma, donc ils doivent avoir de l'argent. Donc il a voulu nous proposer des endroits dont il était propriétaire, et il nous a fait visiter des immeubles où il logeait des gens, et où il nous expliquait le système, c'est-à-dire qu'il les logeait, les types avaient 400 euros s'ils trouvaient un logement, et lui, il faisait payer leur logement à 100 euros, par exemple. Mais si vous multipliez ça par 50, c'est pas mal. Il est allé en prison. Oui, il était allé en prison après. Mais il faisait aussi comme Roger, il les faisait participer à l'amélioration du logement. Et ils avaient une petite réduction sur leur loyer. Voilà. Et on a vu ce genre, parce que dans la région où on tourne, où on a vécu et où on vit toujours en partie, on a vu cette région où l'économie s'est effondrée. On a vu pas mal d'immeubles dans les rues de cette ville de Seraing se transformer. Les commerçants transformaient leur commerce en logement pour les gars qui arrivaient. Le type qu'on a vu, il allait attendre les gars à la gare. Et il disait, les gars, je suis là, j'ai des logements si vous voulez. Comme ça, vous allez mais il y avait même un commerce, ça aurait été une bonne idée de comédie, mais nous, on n'est pas très fort pour ça. Mais il y avait un commerce, ça s'appelait Chez Noël. Ils vendaient des robes de mariée, des costumes pour les mariages. Et à la fin, c'était pas la faillite, mais les enfants n'avaient pas repris le commerce. Et c'était devenu un endroit où logeaient aussi des immigrés, comme ça, derrière l'étalage. La salle où on essayait les robes, c'était devenu des chambres. Incroyable, mais... Nous, on filme nos scénarios, si je puis dire, on écrit nos histoires nous-mêmes. Mais on reçoit des projets qu'on coproduit, des projets de films. Donc on reçoit un scénario, mais qui vient avec un producteur déjà. Mais nous, on ne tourne pas des scénarios que nous n'avons pas écrits. Mais on reçoit beaucoup de textes écrits par des gens qui racontent souvent leur histoire. Bon, j'avoue que parfois on les lit, parfois pas. Parce qu'il y en a, oui, il y en a un peu trop et que finalement, c'est souvent des histoires tragiques, terribles, de gens qui sont maltraités, malmenés, violentés. Souvent des histoires assez terribles. Voilà. Mais on n'en fait pas des scénarios. Jérémy ne joue pas son rôle. Mais avant d'être filmé par notre caméra, Jérémy n'était pas comédien. Mais à partir du moment où il est filmé, il devient comédien. Mais ce n'était pas son métier. À l'âge qu'il a, il avait 14-15 ans, il était étudiant, il était écolier, Jérémy. Olivier, le père, donc Roger, est quelqu'un qui avait fait du théâtre, donc qui travaillait dans le théâtre, et qu'on a rencontré un petit peu par hasard, parce qu'on cherchait... On voulait, pour le personnage de Roger... Il nous semblait difficile de travailler avec un adulte qui n'avait jamais joué. Parce que c'est difficile quand vous êtes adulte de jouer. Si vous ne l'avez jamais fait, en plus c'est un rôle pas simple. Il ne faut pas être dans la caricature, il faut qu'il reste ce père aimant, il faut qu'il puisse être parfois aussi un peu comique, drôle, salaud. Mais enfin, vous voyez, il faut que ce soit quelqu'un pour lequel on ait aussi de l'empathie. Sinon, on ne comprendra pas pourquoi ce gamin a de l'empathie pour ce père si c'est seulement un ogre. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve un comédien. On a cherché, on ne trouvait pas. Et on avait dit un comédien pas connu. On pensait, il nous semble que c'était bien de le penser, et qu'on le pense encore pour certains personnages, qu'il ne fallait pas que le comédien qui allait interpréter ce personnage, son nom, son renom, puisse être un obstacle entre le spectateur et Roger. Non, on voulait... Voilà. Olivier... il avait fait il avait un peu travaillé dans certains films, mais enfin, il n'avait jamais eu de rôle comme ceci. Voilà. Assita, donc qui vient du Burkina Faso, Assita c'est une institutrice, elle habite le Burkina. On voulait que
comme on tournait en hiver, on voulait que la personne qui joue le rôle d'Assita vienne vraiment du Burkina Faso, parce qu'il n'y a rien à faire. Il y avait quelque chose qu'elle n'allait pas dominer, et nous non plus. C'est la première fois qu'elle venait aussi longtemps en Europe, et il faisait froid. Elle avait joué déjà. Mais elle l'avait joué dans un film de justement Ouedraogo. D'Idrissa. Mais dans quel film, malheureusement? Dans 2 films. Lesquels, comme l'acteur Black aussi avait joué dans 3 films d'Idrissa, burkinabé. Et les autres, tous les gens qui interprètent, si je puis dire, les rôles d'immigrés, aucun. Il y en a un qui est patron, c'est un Algérien qui habite Liège et qui avait un petit restaurant. Les gens qui viennent de l'ex-Yougoslavie, qui venaient de l'ex-Yougoslavie, c'était des réfugiés, ils n'avaient jamais joué. Ils ne parlaient que serbo. Ouais. Et le gars qui était leur interprète, ben dans la vie, il faisait un peu ça. Et puis... et Maria, bon, qui n'est pas un rôle important, mais bon, c'est une comédienne aussi. Mais en fait, il y avait beaucoup de gens, dont le personnage principal, Igor, qui n'était pas comédien. Voilà. J'en oublie. Et alors, après, l'histoire, c'est à la sortie de la projection à la quinzaine. Le film était à la quinzaine. Ouais. Voilà. On est avec Olivier et Jérémy. Et on s'aperçoit que quand Olivier à ce moment-là, il faut dire que la réputation du film était de dire que c'est un documentaire. On ne sait pas pourquoi, mais les gens avaient dit ça. Et Olivier avait plus de cheveux. Il avait la boule à zéro, comme on dit. Chauve. Et quand il est sorti de la salle, qui s'est dirigé vers la sortie, il y avait des gens qui avaient peur de lui. Et la dame a dit... Oui, parce qu'il pensait qu'il faisait vraiment ça dans la vie. Oui, moi, je parle au petit garçon, mais pas à monsieur. Elle dit, je préfère pas. Et voilà. Et pourtant, les gens à Cannes, normalement, ils savent qu'ils vont au cinéma. Hein. Oui. Le film le dit, il montre, nous, on fait le film. C'est difficile de répondre à ce genre de questions parce que nous, on ne fait pas une thèse sur quelque chose en disant les gens, ils voient pas ça, il faut leur montrer, il faut les éduquer absolument, il faut les moraliser, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci. Non, nous, on fait un film avec des personnages qu'on aime beaucoup, dans des situations, effectivement, comme vous dites, où la souffrance humaine est grande. Et on se dit, comment on va faire avec un gamin qui est avec un père, qui l'aime, qui l'entoure, qui l'aime... je dirais d'une manière ogresse, comme a dit mon frère, c'est un ogre. Et comment on va faire pour qu'il se libère de cet homme? Voilà. Cet homme qui ne lui apprend pas la loi, comme un père apprend. Un père ne dit pas à son fils tue. Non, il dit ne tue pas, normalement. Une mère aussi. Et comment on fait? Voilà, nous, c'est ça qui nous intéresse. Donc on filme cet homme toujours cadré de manière à ce qu'il cache son fils, à ce qu'il... Le gamin n'arrive pas à vraiment exister, il a sa tête, là, le père est là, énorme, voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse, et notamment aussi la scène de karaoké, de café chantant, où on les a tous les deux, parce que les êtres humains, c'est comme ça, on est salaud à un moment donné, puis à un moment donné, on fait quelque chose qui est comme tout le monde, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que c'est une excuse, c'est pas ça le problème, mais on les montre tous les deux se réconciliant. Et là, ils chantent sur un cadavre, en fait. Hein. C'est assez terrible. Mais bon, ça nous intéresse de voir comment on peut trouver cette complexité humaine, à la fois des salauds, le père, en tous les cas, qui ne se rend même pas compte, peut-être, qu'il est en train de tuer son fils, enfin, d'en faire une machine sans sentiment. Et comment faire que ce garçon trouve un rapport moral, un rapport sentimental avec quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'il peut avoir de la compassion pour quelqu'un? Et quand on a fait la première version du scénario, comme a dit Jean-Pierre, on tourne dans une ville qui a été une ville industrielle très forte, avec une grande tradition ouvrière, syndicale, etc., qui a disparu en grande partie. Et on avait un personnage qui disait, c'était pas comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire, si vous voulez, il disait... Au gamin, il disait, ton père, c'est un salaud. Quitte ce type. Et on s'est dit, mais même si cet homme ou cette femme d'avant existe encore,
le gamin ne la comprend plus. Il ne comprend plus ces gens-là. C'est par lui-même qu'il doit trouver comment se libérer, sans que ce ne soit son objectif, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Tout le problème est de le filmer sans que lui ne décide de quitter son père. Ça vient comme ça, si je puis dire. Puis à un moment, il le fait, et il se libère. Et puis il va vers cette femme, et puis il veut rouler un peu cette femme en l'emmenant en Italie, et puis finalement ça ne marche pas, et puis finalement il dit la vérité. Il aurait pu ne pas la dire, si vous voulez. Et donc, nous, c'est ça, c'est comment amener quelqu'un comme Igor, ce gamin, comment l'amener à dire la vérité, à se sentir responsable de cette femme, finalement, et de cet enfant, ce bébé, qui a sa promesse. Mais il a dit, je te le promets, mais bon, je te le promets, mais demain j'oublie. Là, il se fait que la mémoire commence à venir. Mais sinon, lui, il n'a pas de mémoire, si je puis dire. Il se sent responsable, en dette vis-à-vis de rien. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, on aime ces gens, on aime les filmer, on aime, voilà. Et si le spectateur et la spectatrice ont ce rapport aussi avec eux, voilà, on est content. Mais vous comprenez, je veux dire par là qu'on ne part pas dans une démarche de dire qu'est-ce qu'on va prouver aux gens, qu'est-ce qu'on va leur dire pour qui qu'on... C'est pas ça qu'on... Les règles sont faites pour ça. Pour qu'il y ait des exceptions. Sinon, il n'y a pas de règles. Voilà. Et puis, oui, c'est parce que c'est aussi, on voulait un peu voir, quoi. On voulait un peu voir comment ça se passait avec des gens qui ont déjà une carrière derrière eux. Et est-ce qu'on peut leur parler? Est-ce qu'on arrivera à leur parler? Est-ce qu'on arrivera à ce qu'ils fassent partie de la famille, au moins pendant quelques semaines de tournage? Et voilà. Et c'était chaque fois, et avec Cécile et avec Marion Cotillard aussi, c'était chaque fois pour nous des expériences formidables. Nous avons appris des choses et c'était bien de le faire. Voilà, c'était bien. Mais on n'est pas, c'est vrai qu'on n'est pas dans cette dynamique de dire d'abord on travaille avec des gens pas connus et puis après on travaillera avec des gens connus. C'était pas du tout dans cet esprit-là. Voilà. Mais c'était, je pense que c'est un plaisir de mettre en scène. Puis quelqu'un nous avait dit, un agent, je ne vais pas citer son nom, il avait dit, vous les Dardennes, travaillez avec une comédienne connue, vous n'y arriverez jamais. Ah bon, pourquoi? Parce que de toute façon vous êtes deux. Donc le désir entre la comédienne et vous, et un de vous deux, ça ne passera jamais, parce que vous êtes deux. Et alors on lui dit, oui mais écoute, avec Olivier, quand même, on arrive. Oui, il dit, oui d'accord, mais vous n'êtes pas homo, donc il n'y a pas de problème. Mais avec une femme, vous n'y arriverez jamais. Et on s'est dit, bon, peut-être il a raison, mais il nous avait mis un peu à l'épreuve, là. Et quand on l'a revu, on lui a dit, t'as vu, on a essayé de faire ce que tu disais qui n'était pas possible de faire, on a bien rigolé. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a fait, mais parce que nous-mêmes aussi, je pense qu'il a dit quelque chose que peut-être nous-mêmes, on se disait, bon, on travaille avec quelqu'un de connu, peut-être, oulala, on va se compliquer la vie, pourquoi est-ce qu'on va faire ci, pourquoi est-ce qu'on va... Et finalement, c'est bien aussi, c'est différent, mais c'est bien aussi. Et en même temps, c'est pas si différent. Le tout, c'est que tout le monde travaille un peu, qu'on soit un peu, comme on est des frères, que tout le monde vienne un peu au monastère avec nous, quoi, voilà. Et si les gens acceptent de venir au monastère, il n'y a pas de problème. C'est les répétitions. Tout le monde devient l'égal de l'autre en répétant. Personne n'a un chauffeur. Enfin, on est tous logés à la même enseigne et ça joue beaucoup. De la même manière. C'est vrai? Oui. Parce que pour nous, on a raconté l'histoire de ce garçon qui s'est libéré de son père et qui a choisi d'aller avec cette femme. Alors la suite, tout le monde la devine, quoi. Ils vont aller, lui il est enfermé, il est ligoté par son fils, il est enchaîné. Ils vont aller voir la police, et puis on va déterrer le cadavre, et puis etc. Bon, voilà, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, le parcours du gamin. Oui, mais c'était très intéressant. En tout cas, je vous remercie. Vraiment. Merci. Une dernière question? Il l'a donné. On l'a donné à Cannes. L'anecdote. Voilà. Et alors une autre anecdote. Voilà, une anecdote. Voilà, je répondrai à votre question par rapport à la dernière scène. Voyez-vous, quand on est dans cette gare, il y avait sur la voie de chemin de fer à laquelle aboutissait l'escalier où s'arrête Acita lorsque le gamin commence
à lui parler. Il y avait un train. Nous n'avions pas les moyens de mettre un train sur cette voie pour faire le son qui nous intéressait. Et on est arrivé sous cette voie, mais ça, c'est les miracles du tournage. Il y avait ce son, cette basse. On aurait pu la rajouter au mixage et tout ça, je suis d'accord. Je ne sais même pas si on y aurait pensé, d'ailleurs. Mais enfin. Et là, on est arrivé là, et on avait ce je ne sais pas comment ça fait le son. C'est un train postal. Oui. Qui a été retravaillé au mixage. Hein. Voilà, qui a été retravaillé au mixage. Mais qui donnait une basse et qui crée une tension à la scène qu'on a trouvé formidable. Et on a, parce qu'on a fait quelques prises, pas beaucoup, quelques-unes, on s'est dit tout le temps, espérons que ce train ne s'en aille pas pendant qu'on est en train de tourner. Et on n'avait pas non plus le pouvoir de lui dire, tu restes là. Mais il est resté. Les trains postaux arrivent à l'heure, normalement. Voilà, les trains postaux arrivent à l'heure. En Belgique. Allez. Et ben voilà, les gens, ils s'habituent à travailler à deux. Voilà. Mais parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Avec les Taviani, vous connaissez les Taviani, les frères Taviani qui ont 85 ans. Ils sont venus au festival de Gand, en Belgique, recevoir un prix honorifique pour toute leur carrière. Et ils ont pensé que le prix, ce serait bien que deux frères leur remettent le prix. Donc, c'est nous qui avons remis le prix. Mais, vous imaginez, ils sont là tous les deux, et le gars qui les interviewe, il pose la question au plus jeune, c'est Paolo, plus jeune qui a 75 ans, hein, au moins, je crois, 80, et il dit, voilà, monsieur Taviani, racontez-nous comment avez-vous commencé à faire du cinéma. Et le voilà parti, et il parle, 10 minutes avant le film. Alors, le présentateur, bon, il s'est dit, c'est terminé, l'introduction, il avait dit une petite introduction, il dit, voilà, maintenant, et Vittorio, le plus grand, il dit, ma, c'est un mot doué. Et il prend le micro, 10 minutes. Nous, c'est un peu ça aussi, si vous voulez. C'est que on travaille tous les deux et on dit, bon, ça... Bon, le tout, c'est qu'il faut arriver à penser que, par exemple, si mon frère dit quelque chose et que je pense que c'est bien, je ne dois pas me dire, c'est pas bien parce que c'est pas moi qui ai trouvé l'idée. Ou bien c'est pas moi qui fais le plan ou qui fait la répétition. Donc, il faut vouloir faire le même film et sentir quand un des deux dit bon, ah ben oui, ça c'est bien. Ou alors parfois on trouve à deux avec le cadreur aussi. Il n'y a pas que nous deux non plus sur un plateau. L'acteur, l'actrice aussi. Mais le tout, c'est de sentir que vous voulez faire le même film et de ne pas... Enfin, je veux dire, c'est ça. Sinon, pourquoi être deux, hein? Autant être tout seul alors à ce moment-là. Donc, c'est de sentir qu'à un moment donné, vous dites ah oui, ça c'est bien, c'est bien. Ah ben, et si en plus on faisait ça? Donc là, on est deux et on travaille. Voilà comment on fait. Et les acteurs, jamais de problème. Toujours, ils aiment bien. Et ils aiment bien parce que nous, quand on répète, on dit qu'on se trompe. Et ça, au début, donc Cécile de France, dont vous parliez, c'est elle qui l'a dit. Donc je n'invente pas, parce qu'on invente aussi. Mais là, elle a dit, mais parce qu'on lui dit, non, écoute, on s'est trompé, c'est mauvais. Alors elle dit, bon, là, ceux-là, il y a une stratégie. Quand un metteur en scène vous dit ça, tout, en tant qu'acteur, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Et alors elle lui a dit, le lendemain ou le soir, elle dit, mais non, vraiment, on s'est trompé, on va changer. Ah bon, j'étais pas mauvaise? Non, pas du tout. Donc, ils ne sont pas habitués, mais nous, on doit parler tout haut, si je puis dire. On ne peut pas, dans sa tête, se dire, bon, je me suis trompé, je vais faire autre chose. Ça va, on arrête les répétitions, on verra demain. Nous, pas, on se parle, on dit, mais non, ça, c'est pas bon, merde, on s'est trompé. Donc, les acteurs, il faut qu'ils s'habituent un peu à ce qu'ils entendent nos hésitations. Voilà. Alors, mais sinon, ça se passe toujours très bien avec les acteurs. Les techniciens, au début, même si c'était des amis, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus complexe parce qu'ils aiment bien un chef. Et là, donc, parfois, bon, il y a même plus maintenant, ça fait combien d'années qu'on travaille avec eux? Ça fait 30 ans. Bon, donc ça va, quoi. Ça va. Mais sinon, c'est un peu plus complexe, c'est au niveau technique, la lumière. Alors, bon, là, parfois, il y a un peu de friction, quoi. Oui, mais ton frère, il a dit... Et une autre anecdote, Bruno Kremer, l'acteur, vous voyez, Bruno Kremer qui a fait Les Maigrets, et qui avait fait d'autres films, la 317e section, Paris brûle-t-il, etc. Et Bruno, on fait notre premier film avec lui. Et il parle avec Jean-Pierre,
avant qu'on tourne une scène et tout, et j'allais faire le plan. Alors il arrive près de moi, et je dis, bon voilà Bruno, on va faire comme ceci, on va faire comme ça. Mais il dit, c'est bizarre, ton frère vient de me dire le contraire. Je dis, Bruno. Et ça le faisait beaucoup rire. Ça me faisait beaucoup rire. Le fait Bon, ben, je dis, bon, ben, s'il a dit le contraire, on va discuter. Mais ça, c'était son humour. Et dernière anecdote, lorsqu'on raconte ça, Ouais. Si c'est un homme qui pose la question, souvent, pas toujours, hein, souvent, la question des frères, et qu'on répond, comme Luc vient de répondre, les gars disent, moi j'ai un frère, mais impossible. Hein. Ça, impossible, on se tape dessus, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On se voit, hein, on parle et tout ça, mais travailler ensemble, jamais. Et les femmes, quasi unanimement, disent, on ne vous croit pas. Et c'est comme ça. Mais nous, on dit toujours qu'on a une mère qui nous a aimés tous les deux, et nos deux sœurs aussi. Il y a eu une sorte de... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe, parce que si on n'était pas frères, je crois qu'on ne pourrait pas le faire. Et les Cohen disent la même chose. Et les Taviani, bon, eux, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'ils sont quand même âgés, je ne sais pas s'ils se souviennent vraiment, mais quand même... Ils disent aussi, si, la madre est la madre. Et je crois que c'est vrai. Il y a quelque chose avec la mère, mais bon, voilà.